J-7 avant la Coupe du Monde et c'est l'heure des matchs de préparation pour les sélections qualifiées avec notamment un match nul prometteur entre la République démocratique du Congo qui est qualifiée face au Danemark qui lui ne l'est pas, on le rappelle, et une victoire aussi de l'Algérie face aux Pays-Bas. Écoutez, ces supporters de la République démocratique du Congo. On est vraiment très très fiers parce que même mon père n'a jamais vu le Congo aller en Coupe du Monde. Ça fait 52 ans qu'ils ne sont pas allés, là ils vont aller. On sera toujours derrière eux, malgré qu'il y ait des défauts, etc., etc. On sera derrière eux pour tous les matchs, on espère qu'ils seront loin. Bien sûr, la RDC c'est toujours un pays qui est vraiment émotionnel du côté football. Je crois bien que tout se passera très bien et tout le monde sera content. Vous ne pouvez pas imaginer l'ambiance qu'il y a dans les fins fonds du Congo pour cette Coupe du Monde. C'est très important pour les Congolais aujourd'hui, compte tenu de ce que vous savez, de tous les problèmes que vit la population dans ce pays. Et cette Coupe du Monde, sur le terrain et aussi en dehors, on va l'évoquer avec notre invité. C'est vous, Pierre Maturana, bonjour. Bonjour. Merci à vous de prendre quelques minutes pour répondre à nos questions ce matin dans À la Une. Vous êtes directeur de la rédaction de SoFoot, un magazine bien sûr consacré au foot. Première question avec vous. On vient d'entendre ces supporters de la République démocratique du Congo qui sont naturellement fiers de leur équipe après ce joli match nul arraché face au Danemark. On vient d'évoquer également la victoire de l'Algérie, alors dans un match beaucoup plus disputé face aux Pays-Bas où le gardien Lucas Zidane, le fils de Zinedine, qui a choisi l'Algérie, a fait un match remarquable dans les cages. Est-ce que, plus généralement, on peut s'attendre à des belles performances des équipes africaines et pourquoi pas en voir une se hisser très loin dans cette compétition ? Déjà, il y a un exemple qui est évident, c'est celui du Maroc à la Coupe du Monde 2022, qui allait très loin parce qu'ils sont allés en demi-finale et ils avaient causé pas mal de soucis à la France. Donc oui, il y a une évolution évidente du foot africain d'année en année. Et cette année, ils ont encore des belles équipes au rendez-vous. Il y a évidemment le Maroc, mais aussi le Sénégal qui est aussi dans le groupe de la France. Le Sénégal, par exemple, a tout d'une équipe qui pourrait faire une belle surprise à la Coupe du Monde. D'ailleurs, ce ne serait même pas vraiment une surprise. Ça reste le champion d'Afrique en titre. Champion d'Afrique en titre, après une finale très controversée quand même, il faut le rappeler, avec un titre qui avait été attribué après de longs déboires judiciaires, on s'en souvient. Plus généralement, sur vos favoris, quels sont, pas vos favoris, mais les favoris de manière générale, on évoque beaucoup les sélections européennes, c'est bien normal. Vous en citeriez d'autres ? Comme dans toutes les Coupes du Monde, il y a un petit groupe de favoris aujourd'hui. Et effectivement, on pense déjà à l'Argentine, qui est tenante du titre et qu'il ne faut jamais oublier. Les Bleus, l'Espagne, championne d'Europe. Et ensuite, avec leurs effectifs, des équipes comme le Portugal ou l'Angleterre font figure de favoris. Mais c'est surtout une Coupe du Monde où il y a beaucoup, beaucoup d'outsiders. On pense par exemple, je ne sais pas moi, au Brésil qu'on attend assez peu, mais qui n'a pas une équipe franchement dégueulasse sur papier, qui pourrait faire des choses. Il y a des équipes comme le Japon qui sont très très dures à jouer, par exemple. Une équipe comme la Norvège a des très beaux joueurs à faire valoir. Donc c'est vraiment un mondial où il y a quasiment autant d'outsiders que de favoris, quoi. Donc ça peut être assez ouvert. C'est aussi dû au fait qu'il y a 48 équipes et donc pas mal de profils différents. Mais il y a pas mal d'équipes qui peuvent jouer les troubles faits. Ouais. Oui, une Coupe du Monde qui a été étendue, où maintenant il y a 48 équipes qualifiées. En parlant des Bleus, vous venez de l'évoquer, est-ce qu'on ne les voit pas un peu trop beaux, nos Bleus, finalement ? Alors on parle évidemment de l'attaque de feu avec des joueurs fabuleux, il faut bien le dire, certains d'ailleurs champions d'Europe, mais est-ce qu'on ne se dirige pas finalement vers un petit syndrome 2002, où on se rappelle à l'époque, la France avait en attaque les meilleurs buteurs de quasiment tous les championnats européens et s'était fait éliminer dès les phases de groupe. Ouais, alors du coup, si on a l'expérience de ce mauvais souvenir, pardon, on devrait pouvoir en tirer des leçons. C'est vrai que c'est une équipe en termes de talent et de densité qui est offensivement qui est extraordinaire. Après, elle a un statut qui est logique. Elle est finaliste de 2022, elle est demi-finaliste de l'Euro. C'est une équipe qu'on attend forcément. Elle fait partie des meilleures sélections FIFA. Il y a assez peu de surprises à ce que les Bleus soient
soit favori. Le fait est que parfois, on pourrait se dire, avec tous les talents offensifs, est-ce qu'on n'a pas un peu oublié d'équilibrer un peu l'équipe au milieu de terrain ou défensivement? Mais si l'équipe est au complet, elle a un 11 qui est quasiment ce qu'on fait de plus premium dans le monde aujourd'hui, quoi. Un mot également, on vient de l'apercevoir, les Parisiens qui ont donc fêté leur victoire de la Ligue des Champions. Et parmi cet effectif parisien, il y a de nombreux Portugais, notamment au milieu de terrain, mais également en latéral. Est-ce que ça peut amener le Portugal à gagner sa première Coupe du Monde? Pourquoi pas? Est-ce qu'on ne passerait pas à côté d'une belle surprise pour le Portugal? Je les ai mis, moi, dans mes favoris en début d'interview parce qu'ils ont un effectif qui est extraordinaire, qui est complet quasiment à tous les postes. Ils ont, vous l'avez rappelé, un milieu de terrain qui est parmi ce qui se fait de mieux au monde aujourd'hui. On pourrait quasiment dire que ce que la France a offensivement, le Portugal l'a au milieu de terrain avec des joueurs comme Vitinha et Neves, mais aussi un joueur comme Bruno qui a fait une saison remarquable en Angleterre. Le Portugal est ultra armé au milieu pour faire déjouer pas mal d'adversaires et on sait que parfois une Coupe du Monde, ça peut jouer soit sur une très bonne défense, soit sur une très bonne attaque, ou alors parfois sur un super milieu, mais c'est rare qu'il y ait des champions du monde avec un mauvais milieu de terrain, donc ils ont quand même un très très bel avantage et une vraie carte à jouer. Après, ils ont une pression qui est bien plus forte que celle qu'on peut avoir en France, parce que nous, on l'a déjà gagné, on a fait des finales récemment, on en a gagné une en 2018, alors qu'eux, ils tournent un peu autour, quoi. Et souvent, ils déçoivent aussi un peu en Coupe du Monde, il faut bien le dire. Donc la pression populaire sur le Portugal, elle est extraordinaire. C'est la même que celle des Anglais, qui sont un peu dans la même situation que les Portugais en termes de talent et d'effectifs. Mais les attentes du peuple, que ce soit anglais ou portugais, elles sont démesurées, elles sont énormes. Un dernier mot rapidement avec vous, Pierre Maturana, sur cette Coupe du Monde, mais en dehors du terrain, sur l'ambiance également, sur le prix des places qui est très critiqué, sur les mesures de sécurité mises en place par l'administration américaine pour les supporters souhaitant se rendre sur place. Est-ce que ça peut plomber l'ambiance de cette Coupe du Monde, selon vous? C'est sûr que c'est une Coupe du Monde qui part pas sous les meilleurs auspices. Il y a beaucoup de polémiques. Il y a des enjeux géopolitiques aussi qui troublent un peu le début de cette Coupe du Monde. Il y a un sujet pour les supporters qui est évidemment le prix des places. Les places sont quasi inaccessibles. Alors je sais que les supporters de foot se sacrifient souvent financièrement pour aller voir des matchs, mais là il y a des places aujourd'hui qui sont de l'ordre de 5 à 6, 7 fois plus cher que ce qu'on avait au Qatar il y a 4 ans, et déjà on trouvait ça cher. Donc il y a un vrai sujet là-dessus, et ensuite sur toutes les questions de visa, de sécurité qui se posent aux États-Unis aujourd'hui. Oui, c'est une Coupe du Monde qui peut aussi faire parler d'elle en dehors des terrains, et ça c'est jamais bon signe. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Pierre Maturana, d'avoir répondu à nos questions. Et merci pour votre éclairage ce matin sur France 24, directeur de la rédaction de SoFoot, je le rappelle. Toute petite pause.